Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose de tester le Xperia Z1 Compact, qui est, on va dire, le petit frère en termes de taille du Z1, qui a juste ici. Je vous montrerai rapidement le Z1 pendant cette vidéo, mais il y aura une vidéo dédiée à un comparatif entre les deux, parce que je pense que ça reste important. Ce qui est important de noter sur ce terminal qui est juste ici, c'est que c'est un compact, c'est pas un mini. Alors voilà, il y a des constructeurs qui jouent sur les mots. En fait, pour Sony, l'utilisation du terme compact, c'est important puisque le Z1 Compact, c'est un appareil qui est plus petit en dimension, mais qui a des specs qui sont très proches du Z1, qui est un terminal haut de gamme. Ce Z1 Compact, c'est un appareil haut de gamme avec un prix qui va avec. Je vais passer rapidement dans les specs, on va déballer la petite boîte que j'ai déjà ouverte là à côté, et après on sera parti, hein, bien entendu. Alors, le Z1 Compact, c'est un appareil qui est compatible 4G, bien sûr 3G+, 3G, etc., mais 4G. Il est sous Android 4.4.2 avec une surcouche que vous allez voir. Il est doté d'un écran 4.3 pouces. C'est un petit, enfin, on va dire, ok, c'est un écran de taille moyenne qui était la grande taille avant et qui a un peu évolué. Et c'est vrai que du coup, quand on le compare un Z1 avec un écran 5 pouces, bon, on voit bien la différence. C'est quand même un appareil compact, hein, comme son nom l'indique. C'est du 720 par 1280, ça fait du 342 ppi, donc plutôt une bonne densité de pixels, élevée. C'est du IPS LCD avec Triluminos et X-Reality, comme sur le Z1. Il est certifié IP58, donc en fait il est résistant à la poussière, et également à l'eau. Il est waterproof, à proprement parler, on peut descendre jusqu'à 1 mètre, et pendant 30 minutes. Dans les faits, c'est un peu plus long que 30 minutes, mais c'est, on va dire ça, quoi. 1 mètre 30 minutes, vous n'allez pas faire de la plongée avec. Par contre, vous pourrez, si vous voulez, prendre des photos sous l'eau, eau claire, hein, enfin, pas eau salée, eau de mer. Vous pouvez le rincer après, mais c'est jamais conseillé. Truc à savoir, c'est que comme sur le Z1, vous avez des caches pour protéger. Bref, on va voir ça tout à l'heure. Un appareil photo 20 mégapixels, 20,7 mégapixels, c'est une optique très proche de celle du Z1 d'ailleurs, a priori exactement la même, mais je veux pas dire de bêtises parce qu'il me semble qu'il y a quelques petites subtilités, mais ce qui est important c'est la qualité de sortie et vous le verrez, c'est pas si mal. On a un appareil photo frontal 2 mégapixels, il est équipé d'un chipset Snapdragon 800 de Qualcomm quad-core 2,2, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, vous avez un tout petit peu moins dans les faits, mais bon, c'est 16, et vous pouvez upgrader ça jusqu'à 64 Go en plus avec un slot micro SD, et on a une batterie de 2300 mAh. Voilà, c'est à peu près tout. Côté prix, actuellement, nu, il coûte 480, 490, maximum 500 €. Si vous le payez 500 €, c'est quand même, vous êtes fait pas avoir, mais bon voilà, le bon prix, je pense c'est 480, 470. Et ce qui est intéressant, c'est que le Z1, qui est sorti avant, mais qui a les mêmes specs à peu près, coûte actuellement le même prix, plus ou moins. Ça va dépendre en fait, ça va dépendre d'où vous le trouvez, mais moi les prix que j'ai trouvés, c'est 480 € pour lui et 470 € pour le Z1. Vous trouverez peut-être des prix un peu différents, mais concrètement aujourd'hui, avec le décalage dans le temps, on a deux terminaux qui sont au même prix, plus ou moins. Donc ça c'est intéressant et je reviendrai pas là-dessus forcément, je reviendrai là-dessus dans la conclusion, mais plus dans la vidéo de comparaison. Ok, on va passer sur le design. Oh, attendez, j'allais oublier bon, la boîte, hein, c'est une boîte classique. L'arrière, non, c'est pas là l'arrière, l'arrière c'est là. On a un petit rappel des couleurs proposées. Alors là j'ai dans la version noire, mais vous avez aussi des trucs un peu plus funky, et la version blanche également. Un petit rappel des specs. Pas grand chose là-dessus de plus, hein, c'est juste une petite boîte avec le câble USB, micro USB, un adaptateur secteur un peu moche, des notices. Alors normalement il y a des écouteurs, mais tous les testeurs qui l'ont reçu, sauf erreur de ma part, parce qu'on est deux à l'avoir reçu chez Testmobile, on n'a pas eu d'écouteurs avec kit main libre. Donc je ne sais pas si vous les aurez dans le commerce. Après, je pense qu'on peut partir du principe que la plupart des gens ont des écouteurs. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que ceux de Sony, généralement, ils sont pas mauvais. Donc j'espère que vous les aurez dans le commerce. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un message si vous avez, enfin un commentaire. Si vous avez acheté cet appareil, que vous savez si justement il y a des écouteurs dans le commerce, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires tout simplement. Alors côté design, bah bien sûr, il ressemble au Z1 mais en plus petit. Côté
côté épaisseur, j'ai pas les chiffres là sous la main, mais il est légèrement plus épais. Donc c'est assez marrant parce qu'il est compact mais plus épais, mais en même temps il est réellement compact en termes de taille d'écran, diagonale, etc. Donc en haut on a quelques capteurs juste ici, si j'arrive à les vous montrer, c'est vrai que sur fond noir c'est pas facile comme ça. Là la caméra frontale, logo Sony, la sortie audio. Là en bas on n'a rien du tout puisque les touches se trouvent dans l'interface de cette façon là. Ça, c'est un classique, hein, Sony de toute façon. On a la touche on-off verrouillé, déverrouillé, le bouton de volume et la touche d'appareil photo. Alors, autant en parler maintenant, comme ça c'est fait. La touche d'appareil photo, elle est vraiment très mauvaise. Vous allez me dire, oui, tu chipotes. Non, honnêtement, c'est vraiment une bouse. Quand je compare par rapport à ce qu'on avait sur ce qu'on a sur le Z1, c'est vraiment mal fait et ça c'est dommage. Et c'est pas la première fois que Sony nous fait des touches d'appareil photo mauvaises. Rappelez-vous, Xperia Arc et Arc S, c'était une touche qui était abominable. Et bien là, moi je pense que c'est la même chose. C'est dommage parce qu'en fait, une touche d'appareil photo sur un appareil comme ça permet de prendre des photos sous l'eau, parce que si vous pouvez pas utiliser écran capacitif sous l'eau, et de deux à faciliter normalement la capture de photos. Ce qu'il y a, c'est que dans les faits, c'est pas aussi bien que ça. Je vais vous montrer juste à quoi elle est censée servir. Donc normalement, vous restez appuyé dessus, l'appareil photo se lance, et régulièrement ça marche. Et puis parfois, ça fait juste ça. Et voilà, l'appareil photo qui se lance au bout de quelques secondes. Je sais pas si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà, l'appareil photo. Et ça, en fait, ça je pense que c'est pas hardware, c'est du logiciel, mais ça fait qu'en fait, la touche est pas très pratique parce qu'elle est toute petite, elle ressort pas du tout, etc. Enfin, presque pas. Mais le fait que ce soit pas toujours évident de lancer l'appareil photo rapidement avec, fait que vous allez rarement l'utiliser, et quand vous capturez des photos, j'en reviendrai peut-être là-dedans après, mais bon, je le mentionne maintenant, comme ça c'est fait, mais finalement, moi je me rends compte que, vous voyez, c'est une petite touche et vous appuyez dessus, ça fait le focus. Donc voilà. Là, ça fait le focus. Pour moi, j'ai appuyé à fond quasiment. Faut appuyer, désolé, pour ça, voilà. Faut appuyer vraiment fort sur la touche pour que ça prenne le cliché. Et du coup, ce qui se passe, c'est mécanique, hein, mais l'appareil bouge un peu. Bah oui, puisque il faut appuyer tout au fond. Donc vous appuyez, ça va faire des petits mouvements et en fait la logique de la touche est un peu cassée. Donc au final on utilise cette grosse touche tactile à écran et c'est dommage. Bref, je me suis un peu trop attardé sur cette touche, mais je trouve ça vraiment dommage quand il y a une bonne idée de base et que c'est gâché par une ergonomie qui est vraiment médiocre. Ensuite on a plein de caches bien sûr puisque c'est un appareil étanche. Donc là on a le micro USB. Là, c'est pour la micro SIM. C'est des caches qui sont faciles à enlever, comme vous pouvez le voir. Il faut bien les remettre. Et d'ailleurs, si vous les remettez mal, ou quand vous les enlevez, normalement, vous avez une petite pop-up qui s'affiche à l'écran. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est pas bien passionnant. Mais est-ce qu'il va me montrer ça? Je ne sais pas. Ça dépend. Il ne fait pas tout le temps, mais souvent, il vous dit, voilà, pour garantir l'étanchéité de l'appareil, il faut refermer les caches, etc. Ça, c'est un slot, c'est un emplacement pour le dock magnétique de rechargement qui n'est pas fourni avec l'appareil. Et là, ça va être pour la SIM. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, c'est une micro SIM. Vous avez un petit tiroir en plastique à sortir. Faites attention, c'est un peu fragile. Et puis vous pouvez le perdre. Si vous perdez le tiroir, je ne sais pas comment vous allez faire. Donc bon, ce genre de truc, je trouve ça un peu dommage d'avoir le tiroir en plastique, ça permet tout simplement de bien insérer la carte SIM, qu'elle rentre bien, qu'elle bouge pas, etc. Ok, mais c'est pas idéal comme système parce qu'elle est pas fixée. C'est un tiroir, en fait, vous l'enlevez, vous mettez la SIM dedans et vous le réinsérez. Et c'est classique, hein, je crois que sur le Z1 c'est la même chose, mais je suis pas adepte, je trouve pas ça génial. Le jack ici en haut, haut-parleur, et puis il y a le micro qui doit être caché quelque part. Et à l'arrière, donc une coque ici en verre, hein, c'est comme pour le Z1, donc on a du verre ici, c'est du verre qui est traité contre les rayures et le bris. Alors moyennant quoi, moi la coque arrière, sur l'édition de test que j'ai, mis à part les traces de doigts, je vais essayer de vous montrer, non pas les traces de doigts, mais c'est pas moi qui ai fait ça, mais je vous le montre parce que je trouve que c'est pas inintéressant. Vous voyez, juste là, il y a des grosses rayures assez profondes, et je sais pas comment c'est arrivé, peu importe. Mais concrètement, je pense que voilà, cette coque arrière est facile à rayer. D'ailleurs, j'en vois un peu partout, des petites rayures ici.
Donc je sais pas si elle est traitée comme l'avant, en tout cas pour les rayures. Mais bon, voilà, en tout cas là j'en ai, et attendez-vous à avoir des rayures à l'arrière. C'est pas dramatique, mais je pense que c'est quand même un petit peu dommage. L'appareil photo ici avec le flash LED, compatible NFC, c'est ici que ça se passe pour le NFC. Le petit logo Sony, la petite mention Xperia. Et ce sera à peu près tout. Côté design, les tranches, vous voyez, c'est en aluminium, ça fait tout le tour. C'est assez sympa. Et moi, ce que j'aime beaucoup en fait avec cet appareil, et je vais passer sur l'ergonomie, c'est que bah, c'est un 4.3 pouces, donc ça s'agrippe super bien. La touche là, elle tombe bien sous le pouce ou sous l'index si vous êtes gaucher. Vous le tenez en main, vraiment, vous pouvez manipuler l'intégralité de l'interface à une main. Et ça, c'est vraiment très plaisant pour un appareil de ce type de gamme. Et c'est ça qui est en fait génial avec cet appareil. Bon, je ne vais pas spoiler la conclusion, mais en tout cas, sur ça, ça fait partie des gros points positifs. Si vous cherchez un appareil de haut de gamme, performant, vous allez le voir, avec un design compact et une bonne ergonomie, bah c'est un très bon choix, c'est un potentiel choix. Après, il y a un petit truc, et qui est assez... c'est bizarre, honnêtement c'est très bizarre, mais je l'avais mentionné sur le Z1, et je vais le rementionner ici du coup. Le Z1, donc c'est le même design plus ou moins, il y a, vous savez, des petits trous là sur les bords entre le verre et, et la coque en aluminium. Ça me fait marrer parce que c'est débile. Et en fait, pour les hommes, ou peut-être pour les femmes, mais pour les hommes qui se rasent pas trop, ou qui viennent pas juste de se raser, donc vous voyez, vous avez une petite barbe naissante par exemple, et ben c'est très étrange, mais les poils, quand vous appelez quelqu'un, se coincent dans les trous là. Alors pas systématiquement, mais suffisamment pour que je le mentionne à nouveau sur ce Z1 compact. Le design n'a pas changé. Quand je passe des appels, très souvent, bah, ça me tire et je me dis mais qu'est-ce qui se passe, et ça tire sur les poils de voilà sur ma joue quoi. Donc c'est bon pour les filles, il n'y a pas de problème. Les filles, les femmes, tout ça, ça va pas vous poser de problème. Si vous avez, à mon avis, une grosse barbe, ça vous posera pas de problème. Si vous rasez tout le temps, pas un souci non plus. Mais si vous êtes comme moi, un petit peu feignant, ou c'est pour le style, je sais pas, bah, honnêtement, ça peut être gênant. Et au bout d'un moment, à force d'avoir cette sensation où ça vous pique la joue, bah, ça devient presque désagréable. Ça me faisait peur de décrocher le téléphone. Donc c'est complètement hallucinant ce truc, c'est débile au possible, mais c'est un fait. Et je sais que pour le Z1, je l'avais mentionné en me disant je vais me faire charrier dans les commentaires. Et il y a plusieurs personnes qui ont dit bah, je suis content que tu en aies parlé parce que je vois que je suis pas le seul à avoir constaté ça. Donc je le mentionne. Après, voilà, c'est loin d'être rédhibitoire, bien entendu. Mais c'est quand même assez farfelu comme truc. Ok. Si on passait dans l'interface. Alors, écran de déverrouillage, si vous avez vu ma vidéo de présentation de la mise à jour 4.4 sur le Z1, vous ne serez pas perdu, c'est à peu près la même chose, c'est même totalement la même chose, sauf que c'est sur un écran plus petit. D'ailleurs, en parlant d'écran, je vais en parler tout de suite. Donc, on a un bel écran avec une bonne densité de pixels pour un appareil 4.3 pouces. Moi, j'aime bien, 342 ppi, c'est très sympa, donc vous avez vraiment une très bonne définition d'image. Après, derrière, moi je trouve que les angles de vue sont bons également. La luminosité max est également plutôt intéressante. Là, normalement, je suis au maximum. Mais voilà, vous pouvez aller voilà, jusqu'à là. Je vais le laisser au... Je vais baisser un tout petit peu pour la vidéo, peut-être. Et, hop, et je suis sur 9gag, c'est génial. Toc. Et dans les réglages, vous pouvez voir dans affichage, je vais continuer de parler de l'écran. Hein. Peut-être je me suis trompé. Voilà. Vous pouvez activer X-Reality pour mobile. Donc ça, c'est le petit nouveau nom de Bravia Engine qui succède à Bravia Engine 2. Ça permet tout simplement d'augmenter la luminosité, de renforcer les noirs, d'accentuer un peu les couleurs et également de créer des détails vraiment dans les images et ça se voit et c'est agréable. Moi, je le laisse activer. Vous avez aussi Triluminos qui permet d'avoir une gamme de couleurs vraiment plus large que sur la plupart des smartphones. Donc niveau écran, c'est plutôt un bel écran. Moi, il y a un seul truc que je dirais, et je vais essayer de vous montrer ça sur des images. Non, pas là. Bon, remarquez, peu importe. Et moi qui ai l'habitude, par exemple, de regarder des vidéos à la fois, par exemple, sur mon Nexus 5 et sur celui-ci, eh bien, ça m'a vraiment marqué les couleurs sur celui-là. Je sais pas, qu'est-ce que je peux avoir? Paquet de Weetabix. Ça, c'est bien. Bon, ça se voit pas forcément là comme ça pour vous, en fait. Moi, je le vois pas non plus comme ça. Mais
j'avais l'habitude de regarder un type de vidéo sur le Nexus 5. C'était des gameplays de jeux, bref, peu importe. Et je regarde les mêmes images sur celui-là et vraiment les contrastes sont très très forts, les couleurs sont beaucoup plus vives. Et moi, ça m'a marqué. Pas forcément positivement d'ailleurs. Après, je me suis habitué, je trouvais ça très bien. Mais il y a un côté très accentué de l'image qui a l'air d'être renforcé par le fait que l'écran soit beaucoup plus concentré que sur un Z1, je sais pas. Mais c'est un bel écran, mais c'est juste que, honnêtement, X-Reality, ça plaira pas forcément à tout le monde, et ça, je l'ai toujours dit, mais vous pouvez le désactiver si ça vous plaît pas. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc ça, c'était pour l'écran. Il y a un dernier truc sur l'écran que je souhaite mentionner maintenant avant de l'oublier, et ce serait bien dommage, c'est le mode gant, ici. Alors j'ai rien pour vous faire la démo, malheureusement j'ai pas de gants sur moi, mais je l'ai testé un petit peu avant, et en fait quand vous l'activez, ça va booster l'écran capacitif, et de fait vous allez pouvoir l'utiliser à travers des gants, ou quand vous testez, si vous avez envie de tester, vous prenez du tissu, ça marche bien, et j'ai essayé, et c'est effectivement sympa, et en fait ce qui est sympa, ce qui est bien, c'est que quand vous le testez, je sais pas, je peux prendre, je vais essayer de voir si avec une carte de visite ça marche. Voilà, alors j'ai essayé de vous montrer là. Ouais, vous pouvez pas le voir, mais ça marche à peu près. Là, une carte de visite, c'est un peu exagéré parce que c'est vachement épais. Mais ça fonctionnait presque. Et vous avez peut-être pas eu le temps de voir, mais il y a un petit rond qui s'affiche à l'endroit où vous posez votre doigt quand vous portez des gants ou quand vous avez voilà, quelque chose devant votre main, devant vos doigts. Et donc ça, c'est plutôt intéressant et ça marche bien. Luminosité, vous pouvez gérer aussi la balance des blancs. Ça, je trouve ça très très bien. Parce que, voilà, peut-être que vous estimez que l'écran tire un peu trop vers les bleus, vers les roses, peu importe. Là, moi, je suis pas du tout choqué par ça, j'estime pas avoir besoin de le régler, mais on nous donne la possibilité, ça, c'est toujours une bonne chose. Puis après, le reste, ça, c'est pas forcément intéressant. Ok, alors, l'accueil. Classique Android, avec une barre de statut là-haut et une barre en bas qui sont totalement transparentes, du moins sur l'accueil, pas dans toutes les applications, vous allez le voir. Et ça permet vraiment d'exploiter au maximum l'espace, et ça c'est plutôt sympa. Tiroir des notifications comme ça. Alors contrairement à ce qu'on avait avant la 4.4 chez Sony, les réglages rapides sont ici. Et avant on avait une barre tout en haut. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais on avait une barre tout en haut avec quelques paramètres. Donc là on est passé là-dessus. C'est une barre qui est accessible à 2 doigts, donc c'est pas mal. Honnêtement, j'aimais bien quand même l'accès rapide là-dessus. Après, vous pouvez très bien le mettre, je sais pas, sous forme de widget. Là, j'en ai pas mis un. Mais vous pouvez le mettre sous forme de widget si vous voulez sur l'accueil. Et vous, tout simplement, prendre le réflexe de faire à 2 doigts comme ça. Mais c'est vrai que j'aimais bien aussi le système de base. Là, on a 2 onglets. On peut également modifier, afficher et gérer ici les accès rapides que vous voulez avoir. Après, vous pouvez bien sûr mettre des widgets, gérer vos écrans d'accueil. De cette façon-là, ça c'est très, c'est super bien fait et ça n'a pas changé depuis les précédentes versions Android. La petite icône qui est ici, qui est blanche, vous voyez avec la maison, là qui est noire, ça signifie tout simplement que c'est l'écran par défaut que vous allez utiliser quand vous appuyez sur la touche accueil ici. Donc là, vous voyez, j'appuie sur accueil, oups, voilà, et je me retrouve sur celle-là et plus sur cet écran-là qui était celui de base. Voilà, ça c'est juste pour info si vous ne le saviez pas. Et je vais vous montrer les thèmes. Il y a des nouveaux systèmes. Alors, ça fait depuis janvier que Sony intègre des thèmes à son écosystème de thèmes qu'ils ont mis en place. Je ne sais pas exactement quand ils l'ont mis en place sur les terminaux. Je sais qu'en tout cas, c'est quelque chose que j'ai découvert personnellement depuis KitKat sur le Z1, mais je pense que vous l'aviez avant. Et là, on a plusieurs thèmes déjà plutôt sympathiques. Hein. Je sais pas, je peux changer comme ça. C'est très rapide en plus le changement de thème, je trouve ça bien. Donc voilà, ça c'est un thème. Et je pense... Alors, je vais vous montrer un thème que je trouve très sympa et qu'on trouve sur les thèmes Xperia, sur Sony Select. En fait, juste voilà, pour info, les thèmes, c'est... Il y a un premier passage via Sony Select, qui est une interface faite par Sony et qui trie vraiment tous les éléments dédiés à ce terminal, et surtout les appareils Xperia. Et donc on les a tous ici, il n'y en a pas beaucoup je trouve, et quand vous appuyez dessus, en fait ça vous redirige vers le Play Store, il y en a beaucoup qui sont payants. Donc là c'est un gratuit que j'ai installé, lui, voilà, il coûte 2,24. Donc 2,24 pour un thème qui en plus, ça veut rien de sensationnel, je trouve ça complètement exagéré. Mais bon, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de thèmes et qu'ils sont souvent chers, mais il y en a un
qui honnêtement m'a vachement séduit et que j'utilisais et que je vais pas laisser pour le test parce que je veux pas fausser votre façon de voir l'appareil et que vous soyez déçus. Bon, vous pourrez l'installer, mais voilà. C'est comment il s'appelle? Je sais pas trop quoi, voilà. Triforce, non, je sais plus. Et ça ressemble à ça, et donc vous avez la barre d'en bas qui est personnalisée, avec, vous voyez, des petits trucs comme ça. Quand j'appuie, quand je vais, pardon, dans une application, ça change de couleur. Je sais pas, moi je le trouve top, ce thème. Il me plaît vachement, donc voilà, juste pour info, vous avez des thèmes, et vous avez quelques thèmes qui sont sympas, mais malheureusement, je trouve que vous n'en avez pas assez qui valent vraiment le coup. Mais au moins la plateforme est là, et en espérant que des développeurs fassent du travail là-dessus et proposent soit des prix bas, soit des thèmes gratuits. Ok, donc ça c'était pour cette partie-là, accueil, personnalisation, tout ça, ça marche très bien. C'est très réactif hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Côté appel, composez un numéro, vous avez des propositions qui s'affichent. Les contacts s'affichent là avec possibilité de défiler rapidement de cette manière-là. Vous avez depuis la 4.4 ICE in case of emergency. C'est un sigle qui a été mis en place, alors je connais pas très bien les décisions derrière qui se cachent, ce système-là, mais en gros, si vous avez un accident, vous avez tous vos contacts qui sont là-dedans, enfin le contact rapide, je sais plus lequel, mais voilà, vous pouvez mettre des contacts là-dedans dans cette liste, et au moins les secours savent, il faut aller voir dans ICE, et ils peuvent directement appeler les personnes concernées, enfin bref, et vous pourrez normalement à terme ajouter vos infos médicales, mais là on n'a pas modifié infos médicales, vous voyez c'est grisé, mais vous pourrez normalement le faire après. Pour les contacts, sinon c'est très classique, hein. Ça s'affiche de cette façon-là, là par exemple j'aurai email également, ce genre de choses. Et si vous synchronisez avec par exemple Facebook, Twitter, je suis pas sûr que ça s'intègre. Google+, normalement, il y a quand même un lien, mais vous aurez juste un lien vers le profil de la personne et pas plus que ça. Donc niveau contact, c'est joliment exécuté, mais il n'y a pas beaucoup d'intégration. De toute façon, les intégrations sociales, j'ai vraiment l'impression que ça a disparu. Côté multitâche, j'allais presque oublier, mais on a bien sûr le système de multitâche là, et on a les micro-applis. Alors micro-appli, pour rappel, c'est ces petites fenêtres flottantes. Alors la taille de l'écran ne permet pas de vraiment exploiter ça très bien, mais c'est avant tout un système de multitâche. Par exemple, vous êtes dans une application, vous voulez d'un seul coup faire un petit calcul rapide, vous pouvez faire comme ça, et ça c'est vraiment bien pensé. Vous pouvez également aller sur le web rapidement. Alors là, je suis pas trop convaincu honnêtement sur une taille d'écran comme celle-ci, mais pourquoi pas. Vous pouvez également prendre des notes rapidement de cette façon-là, ou je pense qu'on peut dessiner également, il me semble. Bon, enfin bref, voilà. Ça c'est pour cette partie-là, et vous pouvez aussi choisir sur le Play Store ou dans vos widgets des éléments qui doivent basculer en mode micro-appli. Voilà, donc ça c'est pas mal pour le multitâche. Les messages s'affichent de cette façon-là, de façon très classique. Vous avez des bulles qui sont proposées comme ceci. Hop, voilà. Le clavier par défaut est plutôt pas mal et je trouve qu'il est bien présenté, il est esthétique, facile à utiliser, les propositions sont bonnes. On peut personnaliser aussi le clavier en termes de couleur, on peut également lui dire comment moi je l'utilise. Donc par exemple, vous voyez ici j'ai coché correction automatique de mes fautes de frappe parce que j'aime bien ça. Mais si vous n'aimez pas ce système-là, vous pouvez aussi demander juste utiliser uniquement majuscules et lettres accentuées automatiquement, ce genre de choses, ou ne jamais remplacer. Là, vous pouvez personnaliser votre style d'écriture un peu comme SwiftKey. D'ailleurs, je me demande si ça repose pas sur le moteur de SwiftKey. Ça, jamais, je ne sais pas. Mais vous pouvez aussi alimenter le dictionnaire et votre façon d'écrire avec Twitter, Gmail, etc. Ça, c'est pour les langues, saisie vocale. Voilà, vous pouvez rajouter la touche d'émoticône ou non, le son des touches, enfin, tout, une sorte de didacticiel ici. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et si je me trompe pas, alors attendez, je vais essayer de retrouver ça très rapidos. Vous pouvez aussi, apparence du clavier, changer son apparence ici. Donc si vous préférez fond plutôt foncé ou non, enfin bref, c'est à vous de voir. Moi j'aime bien ce mode-là. Et vous avez les émoticônes ici, à personnaliser, enfin à régler dans les paramètres pour qu'elles s'affichent directement. Donc il est pas mal. En mode paysage, ça donne ça. Et bien sûr, vous pouvez remplacer le clavier par défaut si vous ne l'aimez pas.
Je regarde juste. Non, après on a juste clavier chinois et saisie vocale. Le seul truc que je dirais, c'est que sur du 4.3 pouces, je sais pas, j'aurais bien aimé peut-être une optimisation, quelque chose de... Enfin, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelque chose de fait parce que, honnêtement, c'est vrai que c'est quand même... C'est pas bien grand. Et je vous conseille largement de sélectionner le mode corriger mes fautes parce que si vous essayez de taper vite, moi ça m'arrive très souvent d'ailleurs d'écrire des phrases où où à la place de l'espace, j'ai des points parce que j'appuie peut-être un peu trop par ici. Alors ce sera sûrement pas votre cas, hein, mais ça c'est pour mon expérience personnelle. Je vais écrire et je vais me rendre compte qu'en fait je laisse des points très rapidement entre les mots. C'est un peu bizarre. Ça c'est des détails, mais c'est juste... Il y aura peut-être une petite phase d'adaptation si vous n'êtes pas habitué à des écrans de cette taille-là, mais moi en 4.3 pouces, c'est vrai que j'ai tendance... Moi j'utilise surtout des 5, 4, 7, 5 pouces, donc là j'ai eu besoin de m'habituer un peu, peut-être ce sera pas votre cas, mais je trouve quand même que ça fait un peu petit, mais avec la bonne correction ou bien le mode dessin comme ça, swipe, bah vous avez pas, enfin peu importe la taille de l'écran, donc globalement c'est quand même un bon utilitaire de saisie de texte, avec la bonne couche logicielle qui va avec. Le menu principal, il n'y a pas grand chose à dire, il est présenté de cette façon-là, avec sur la gauche la possibilité de désinstaller, rechercher, tri personnalisé, alphabétique, etc. etc. Accès rapide au Play Store et à Sony Select, les deux plateformes, même si Sony Select finit de toute façon par rediriger vers le Play Store, c'est juste une agrégation, c'est juste une sélection en fait des applications. Alors tout ce qui est installé là, sauf quoi, N22, Domino's, Seloger, 9gag, Skype, c'est préinstallé. Je vous le dirai si c'est moi qui l'ai installé, mais en gros, vous avez une petite pub, un petit partenariat qui est fait avec Gameloft, donc vous avez jeu Gameloft qui est là. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez tout ce qui est Sony Select, Social Life. Je vais pas tout vous montrer, c'est pour ça là je passe en revue les applications que je vais pas vous présenter, je vous explique en deux mots ce que c'est. Mais Sony Select, je vous ai dit, c'est la plateforme de sélection des apps. Actualité Social Life, ça vous permet de regrouper toutes vos activités sociales dans une seule et même interface. Moi, je ne l'ai pas du tout configuré, mais vous pouvez l'utiliser si vous avez envie. Video Unlimited, c'est une plateforme qui, normalement, n'existe... non, je confonds peut-être avec HTC. Non, en fait, elle est toujours là, excusez-moi. Donc, Video Unlimited, c'est une plateforme pour acheter des séries, des films, ce genre de choses. Ensuite, on a quelques outils ici. Donc, sauvegarder, restaurer, un lecteur de QR code, calculatrice, Track ID, c'est une sorte de, c'est l'équivalent de Shazam, Smart Connect, ça va vous permettre de déterminer des actions quand vous branchez un accessoire, ce genre de choses, ou quand il y a des événements. Mais c'est pas aussi complet que ce qu'on avait que ce qu'on avait avant. Mais par exemple, vous pouvez dire à telle heure, tu fais tu fais telle action. Si je connecte tel appareil, par exemple mes oreillettes, à telle heure, tu peux, je sais pas, lancer un raccourci, lancer une page web. Enfin voilà, ça c'est l'exemple. C'est ce genre de petites choses. Une assistance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Play Store, McAfee Sécurité, c'est un antivirus qui est préinstallé par Sony. Play Jeux, Office Suite, ok, File Commander, c'est un gestionnaire de fichiers qui est apparemment préinstallé. Xperia Privilege, c'est une plateforme un peu VIP. Je sais plus si ça sert à grand chose. Ouais, non, on va pas s'attarder là-dessus, mais c'est une sorte de club Xperia. Une application de dessin, je vais rentrer dedans un peu après. Pixlr Express, ça c'est une application tierce mais qui est préinstallée, qui vous permet de faire du dessin. Et Box, vous voyez, il y a quand même pas mal d'applications préinstallées. Moi, ça me plaît pas des masses, même si a priori, si je me trompe pas, vous pouvez les désinstaller. Je vais juste vérifier ça tout de suite. McAfee on peut, Box on peut, ouais, on peut quand même. Alors attendez, je viens juste de voir un truc qui est complètement étrange, c'est la présence de Chat On. Et à mon avis, ça s'est installé. C'est moi qui ai dû l'installer. C'est un peu étrange parce que Chaton c'est une application de Samsung donc ça n'a rien à faire là. Enfin bref, le reste, peut-être File Commander vous l'aviez pas de base. Et le reste sinon c'est préinstallé et ou installé par mes soins. Alors, côté web. Hop. On va aller sur Test Mobile. On a Chrome ou le navigateur. Je dis ça et en fait je suis même pas certain. Attendez, je vais juste vérifier parce que j'ai un petit doute.
Non, il n'est pas là. Donc on a juste Chrome, excusez-moi. Et c'est largement suffisant parce qu'avec Chrome, en fait, vous avez tout ce qui est synchronisation avec votre compte Google et ça marche très très bien. Moi, je trouve que c'est plutôt réactif. En fait, vous avez les mêmes performances à peu de choses près que sur le Z1 hein, et c'est complètement logique finalement. Et c'est ça qui est agréable, encore une fois, c'est d'avoir de bonnes, très très bonnes performances, mais sur un petit écran. C'est généralement pas associé. Oh, un petit souci avec The Verge. Une erreur 500. C'est dommage. Enfin bon, vous avez vu, hein, ça défile super bien, ça marche bien. Donc l'expérience web est bonne. Après, c'est du 4.3 pouces, donc vous avez moins de place pour surfer. Mais ça reste une bonne expérience dans tous les cas. La messagerie, je vous ai montré. On va passer dans Walkman. Alors, vous avez toujours une bonne suite multimédia chez Sony. Donc là, le Walkman avec album, musique ami, tous ces trucs-là. Vous avez aussi Music Unlimited qui est le présent, mais vous pouvez normalement décocher, enfin décocher ça, pardon. Par exemple, là, j'enlève Palmarès et sorties, ça va me les enlever, voilà, à vous de trier, mais par défaut, vous avez quand même des liens vers Music Unlimited, qui est l'équivalent de Video Unlimited, mais pour la musique. Et donc là, je vais dans Artistes. Voilà, j'ai mes chansons. J'ai la pochette qui s'affiche, donc là, c'est une image bidon, mais normalement, vous avez la pochette. Cette interface qui est plutôt réussie, je vais baisser un tout petit peu le son, si je peux. Juste au passage, j'en parle parce qu'on est dans la musique, mais c'est peut-être pas trop adapté, mais je préfère le dire maintenant pour pas oublier. Le port micro USB, il est compatible MHL, donc si vous avez un adaptateur MHL, après vous pouvez vous connecter directement sur un téléviseur HDMI, un écran HDMI. Il est bien sûr compatible DLNA et également Miracast. Voilà, donc si vous voulez faire de la diffusion en direct sur un autre écran, via Wi-Fi, donc en DLNA ou en Miracast, vous pourrez le faire, que ce soit de la vidéo ou de la musique comme ici. L'interface ici est très bien faite, je trouve. Vous avez un accès rapide ici. Également, si vous avez envie, via le widget qui est là. Et sur l'écran ici. Donc vous avez la totale. Un truc que j'ai pas montré sur l'écran de déverrouillage, hein, mais c'est que vous avez aussi les systèmes de widgets. Mais honnêtement, enfin pour moi qui utilise beaucoup Android, je me rends compte que les widgets d'écran de Unlock, je les utilise jamais. Alors ce sera peut-être pas votre cas, mais honnêtement c'est pas très utile quoi finalement. Donc bon, mais vous l'avez. Donc ça voilà. Ici vous avez quelques options, l'afficheur, donc ça c'est pour avoir en mode full screen une petite animation un peu sympa. C'est à vous de voir si ça vous branche. Ce genre de choses. Et dans les paramètres, vous pouvez régler les effets sonores. Vous avez audio clair plus, donc qui permet, comme son nom l'indique, d'optimiser les réglages sonores pour écouter la musique. En fait, c'est un peu comme Beats Audio, mais plus pour rendre le son plus clair. Ça amplifie pas tant que ça les basses finalement, mais c'est assez sympa. Essayez avec et sans. Et moi j'aime bien sans, mais vous pouvez le mettre. C'est pas en soi extrêmement dérangeant, enfin ça modifie pas beaucoup le son. Et après vous avez des réglages ici, la possibilité de me définir un égaliseur, enfin voilà, ça c'est pas mal du tout. Et côté haut-parleur, qui est juste en bas, hein. Bon bref, c'est pas des super morceaux comme d'hab, mais d'après ce que j'ai vu sur des vrais morceaux, moi je trouve que le haut-parleur est pas mal. La qualité est bonne, ça crache pas même au volume max. Après, le volume est pas super élevé au maximum, mais je pense que c'est suffisant. Le haut-parleur est sur le bas, ce qui permet de pas être gêné par quand l'appareil est posé à plat sur une surface. Donc ça c'est plutôt bien. Mais voilà, c'est pas extrêmement impressionnant, mais c'est loin d'être mauvais. Donc moi je dirais qu'il est un peu au-dessus de la moyenne dans le sens où
le son est bon et le volume est pas très élevé, mais un peu plus élevé que la moyenne. Donc c'est plutôt un haut-parleur décent. En tout cas, par rapport à ce type de gamme, moi ça me pose aucun souci. Euh, Ok, là c'est la galerie, vous pouvez accéder à vos albums ici. Donc vos albums, vous avez les photos qui ont été capturées par votre terminal, mais également les photos qui sont sur Facebook, Flickr, ce genre de choses. Vous avez également les cartes sur une carte, les photos sur une carte. Si vous activez la géolocalisation, ça vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'avez pas envie d'afficher vos photos sur une carte, mais sinon, je sais pas, là je suis dans les photos, je peux zoomer là dans la galerie. Ça c'est plutôt sympa, ça marche vraiment bien. Et ensuite après, accéder à mes fichiers, défiler. Voilà. Quand je suis dans un fichier, je peux l'éditer, donc soit avec dessin, éditeur de photos, photos ou autre. Et en fait, ça va vous proposer toutes les applications qui permettent d'éditer vos clichés là-dedans, même celles que vous avez installées par la suite. Là, vous avez le DLNA, en fait, ça s'appelle Throw. Throw, ça veut dire lancer. Jeter, c'est lancer quoi, donc ça veut dire ça, vous lancez l'image vers votre téléviseur, idéalement pas l'appareil, vers le téléviseur. Vous avez SenseMe Slideshow, qui est un peu, je sais pas, moi ça m'a jamais trop emballé, mais en gros c'est un slideshow avec une musique de fond, et c'est un peu sympa. Et vous pouvez ensuite le balancer en DLNA. Si ça peut être sympa, remarquez, si vous montrez les photos d'un voyage à votre famille, vous mettez une petite musique de fond, et ça passe toujours pas mal. Et vous avez un diaporama plus classique ici. Vous pouvez faire pivoter la photo, modifier la géologue, ce genre de truc, imprimer. Vous avez le support d'impression. Normalement, alors je sais pas si moi il va trouver mon imprimante. Google Cloud Print, toutes les imprimantes. Non. Bon, là, il trouve pas mon imprimante en réseau, mais c'est peut-être parce qu'il n'est pas sur le même réseau, je ne sais pas. Et là, vous pouvez partager, et avec différents systèmes. Et bon, c'est comme d'habitude, hein, ça va dépendre aussi des applications qui sont préinstallées qui sont installées et préinstallées sur votre terminal. Donc ça, c'est pour les photos. Vous avez apparemment un album dédié au truc en réalité augmentée. Je vous montrerai ça après. Et vous avez tout un tri par date, c'est plutôt bien fait. Moi, la galerie, je la trouve très sympa pour gérer de multiples fichiers, c'est cool. Vous avez vos films ici. Alors, ils appellent ça film, mais c'est aussi tout simplement les vidéos qui ont été enregistrées avec votre appareil. Bien sûr, tout ça, vous pouvez y accéder également via... Oups. Voilà, c'était un test, vous verrez ça après. Vous pouvez également accéder à vos vidéos via la galerie, hein. Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Je sais plus si on peut zoomer ici. Non. Il y a un truc qui est bien. Alors, je sais pas s'ils le font toujours. Je vais essayer de voir ça. Si je fais tous. Et catégorie. Là, j'ai mes films. Ouais, avant, ils triaient par série, etc. Mais ça, je pense qu'il faut synchroniser avec Video Unlimited. À voir. Bon, en tout cas, là, dans l'état, ça s'affiche. C'est plutôt sympa. Vous avez bien sûr l'intégration Video Unlimited que vous pouvez normalement ajuster. Et utiliser une carte prépayée Video Unlimited. Enfin, ils mettent quand même pas mal en avant leur service, que je comprends tout à fait, mais vous n'êtes pas obligé de passer par là. Et si vous n'avez pas envie d'avoir cette interface avec pas mal d'éléments intrusifs, vous pouvez très bien soit utiliser la galerie de base, soit utiliser VLC, Rock Player, BS Player. Enfin, vous avez plein d'applications sur le Play Store qui vous permettent de lire vos fichiers sans avoir une interface comme ça. Mais en soi, elle n'est pas dérangeante. L'appareil photo. Donc, au-delà du bouton dédié qui est pas terrible à mon goût, l'interface est plutôt bien. C'est comme sur le Z1 depuis la mise à jour KitKat. Donc on a auto supérieur de base qui est, il détecte la scène et il va vous prendre le meilleur cliché possible. Ça marche généralement assez bien, honnêtement. Vous avez un mode manuel qui là va en fait un peu altérer l'interface telle qu'elle était ici, parce qu'en auto supérieur il va détecter tout seul et vous pouvez également filmer ou prendre des clichés de cette façon là. En manuel vous allez avoir un tout petit peu plus de liberté, de flexibilité là-dedans et vous pouvez basculer vraiment d'un mode à l'autre. Donc là moi je vais rester là-dessus pour vous montrer les paramètres, mais là en photo on a la gestion de la balance des blancs, on a le flash, la caméra frontale ici. Là, on a les paramètres liés à la photo. Donc, gestion de la résolution, retardateur, détection de sourire, mode de mise au point, ISO, stabilisateur d'image, c'est logiciel.
et enregistrement des visages prévisualisé, la capture tactile, stockage des données, ok. Et quand vous basculez en vidéo, là vous avez mode de scène. Alors attendez, normalement mode de scène vous l'avez ici aussi. Pourquoi j'ai pas mon mode de scène? Parce que je suis en mode manuel peut-être? Attendez, je veux pas dire de bêtises. Pourquoi mon mode de scène n'est pas activé quand je suis en mode manuel en photo? Je pense que c'est peut-être en raison d'une... Jamais là j'ai un petit doute, c'est pas dramatique, mais c'est peut-être parce que j'ai activé quelque chose là-dedans. Mais c'est pas grave, on va dire, mais normalement vous avez quand même des modes de scène ici. Et en vidéo, donc là on les a, je sais pas pourquoi. White balance également, torche d'appoint, toujours utile. La caméra frontale juste ici. Et pareil ici, vous pouvez régler la capture. Donc là, moi, je filme en Full HD. Vous pouvez redescendre juste en HD. Normalement, c'est du Full HD 30 fps. Retardateur. Voilà, retardateur, détection de sourire, mode de mise au point. Vous avez vidéo HDR qui est pas mal. Steady Shot. Donc ça, c'est en logiciel toujours. Ça marche pas si mal que ça. J'ai pas eu de... Oui, ça marche pas si mal. Après, j'ai pas eu de grosses, j'ai pas été impressionné par ça. Quand vous marchez en tenant votre appareil dans la main, bah ça va un peu trembler. Peut-être moins avant, enfin sans. Mais honnêtement là-dessus, j'ai pas testé, je me suis pas trop attardé. Et ici, c'est à peu près tout. Ok. Alors dans les modes ici, sinon vous avez effet de réalité augmentée. Donc si vous aviez pas vu mon précédent test du Z1, en fait c'est un mode, c'est un peu, honnêtement, c'est un peu bidon, mais ça va être très compliqué de vous montrer ça comme ça, mais je vais essayer quand même. Réinitialiser. Donc normalement, il détecte la surface plane et il vous affiche, par exemple, des fleurs, des T-Rex, des trucs comme ça. Et là, il n'a pas envie du tout parce qu'à mon avis, comme le fond est blanc, il détecte peut-être pas que c'est une surface plane. C'est un peu naze ça d'ailleurs. Je me suis retourné et il me les a affichés. Je vais voir si je peux... Non, bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, il y a un T-Rex derrière moi, apparemment. Ouais, je viens de le prendre en photo, comme ça je peux vous le montrer, c'est un peu bête. Et voilà, vous aviez un T-Rex juste là, qui est sur mon canapé, c'est merveilleux. Honnêtement, ces modes réalité augmentée, ça sert à rien. C'est drôle, 5 minutes, et encore, ça va faire rire vos enfants, si vous en avez. Ou en soirée, ça peut être drôle, vous vous mettez en mode bal masqué. Alors ce qui est fun quand même, c'est que vous pouvez à la fois prendre des photos devant vous de paysages et avoir des plantes qui apparaissent, etc. Et vous pouvez également, quand vous prenez des gens en photo, vous avez des éléments différents qui s'affichent. Vous pouvez vous prendre vous en photo et avoir, ou quelqu'un d'autre, et avoir un masque qui apparaît sur son visage, enfin, ou sur le vôtre. Donc ça c'est marrant, mais encore une fois 5 minutes. Et dernier truc, c'est sur le Z1, il y avait un problème de décalage généralement. J'en avais parlé. Par exemple, le masque qui s'affiche bien sur ici, et quand vous prenez la photo, en fait, il est décalé. Bon, là, ça a l'air de marcher assez bien. Et dernier petit truc par rapport à ça, c'est que vous pouvez également filmer pendant que vous êtes en mode effet, réalité augmentée. Vous avez plusieurs effets créatifs. Hop, avec une interface qui est plutôt bien faite, je trouve. Et là, vous en avez vraiment pas mal. Et honnêtement, c'est bien fait. Vous avez luminosité contraste et vous pouvez ensuite régler. Ça, c'est comme ça pour tous les modes à peu près. Teinte de saturation avec les réglages ici. Enfin, c'est quand même super complet. Le mode ancien film avec 3 possibilités. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez prendre une photo et vous pouvez également filmer. Alors, c'est un peu saccadé, honnêtement. C'est pas, voilà. Si je reste comme ça, vous verrez. Bon, c'est peut-être aussi parce que c'est un mode ancien film. C'est peut-être fait exprès. On va essayer avec un autre mode. Et je vous ai mis d'ailleurs un échantillon complet. Alors c'est un peu saccadé honnêtement. Ouais, super, je m'entends. Mais je vous ai mis un échantillon sur Test Mobile sur YouTube également qui vous montre tous ces effets-là en fait en vidéo. C'est une vidéo de 5 minutes et voilà, ça vous permettra de voir un peu tout ça. C'est pas mal. Moi j'aime bien quand même ce genre de truc. Je trouve ça plus utile que les effets réalité augmentée. Ça c'est pour avoir des infos en réalité augmentée justement autour de vous, mais c'est un peu plus sérieux. Donc là je sais pas si moi je l'ai pas encore activé. On peut le faire très vite fait si j'arrive à appuyer sur cette touche.
Voilà, est-ce qu'il va... non, ouais, je sais pas. Le temps qu'il capte un peu où on est, bon, ça sert à rien, mais en gros, il va vous afficher où vous êtes, ce que vous avez autour de vous, etc. Je trouve ça un peu bizarre de devoir lancer l'appareil photo pour faire ça. Mais bon, Time Shift Burst, ça vous permet de faire une rafale et après de choisir la meilleure photo. Vous n'avez pas background defocus qu'on a sur le Z2 parce que bah, on n'est pas sur un Snapdragon 801, on est sur un appareil de génération comme sur le Z1 finalement. Donc voilà. Et vous avez aussi Social Live. C'est assez sympa, c'est avec Bambuser et ça va vous permettre en fait de faire du streaming en direct sur Facebook. Le seul truc que j'avais constaté, et je vais peut-être pas pouvoir vous montrer comment ça marche là, mais sur le Z1, ce que j'avais constaté, c'est que on pouvait streamer pendant, je crois, 10 minutes. Et si vous utilisiez directement l'application Bambuser que vous pouvez télécharger sur le Play Store, vous pouviez le faire plus longtemps. Je sais plus si c'est d'actualité, j'admets, mais c'était comme ça avant et voilà, peut-être ça a changé. Et un mode panorama par balayage qui marche pas mal. En tout cas, c'est très rapide à utiliser. Hein. Vous savez, vous prenez des photos comme ça et ça va vous faire un panorama, une image panoramique. Et le rendu est plutôt bon, moi j'ai trouvé. Donc voilà, plutôt sympa pour l'appareil photo. Alors côté qualité, je vais peut-être essayer de vous montrer ça avec quelques clichés que j'ai pu capturer. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Pas forcément grand chose. Toc. Ouais, là je sais pas si j'ai aimé. Ouais, alors il y a un truc que j'aime bien. Ah oui, je vous l'ai pas montré. Excusez-moi. Ouais, ça me permet de repasser là-dessus du coup. Mais vous avez quand même, ça c'est vraiment, ça aurait été bête de le louper, mais quand vous zoomez, vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à la zone grise. Alors il y a un truc qui m'a rend complètement dingue avec le zoom sur le Z1 compact, et c'était pas comme ça sur le Z1 il me semble, c'est quand vous zoomez, l'icône, vous voyez, elle disparaît tout de suite après quoi. Vous pouvez pas voir où vous êtes, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est un détail, mais c'est des trucs comme ça, mais c'est bête. Et bref, et quand vous zoomez, en fait, vous avez vu la zone grise, quand vous allez jusqu'à la fin de la zone grise, vous êtes en zoom sans perte, qui, en fait, il utilise les pixels pour étirer. Et donc ça, c'est pas mal. Si vous voulez faire des photos macro, vous approchez jusqu'à ce que le focus soit plus possible. Enfin, vous reculez un peu pour que le focus soit possible. Vous zoomez un petit peu en zoom sans perte, et là, vous avez une macro qui est quand même bien. Et puis après, quand vous zoomez à fond, là, vous êtes en zoom numérique, et c'est tout moche. Donc, à proscrire. Et je trouve que ça c'est bien, mais c'est vrai que l'intégration du zoom sans perte est pas très bien faite. Mais ça permet typiquement, bah, je sais pas, de faire des trucs comme ça. Donc là, moi je suis où c'est. Ouais, c'est ça. Donc là, je suis un petit peu en mode macro, vous voyez. Et quand je zoome sans perte, mais toujours dans la même distance, hein, c'est la même distance, mais juste en zoom sans perte, eh bien on a quand même une photo un peu sympa, en mode macro, mais vraiment plus zoomé. Le rendu est pas exactement aussi séduisant qu'on le voudrait. Ça se voit pas forcément là, mais regardez les échantillons sur le test écrit. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ouais, mais sinon niveau couleur, on est bien. L'appareil photo est rapide. Il y a parfois quelques petits soucis de balance des blancs. Typiquement ici, ça me paraît légèrement dans les roses, mais c'est aussi parce qu'il y avait peut-être un contre-jour sur le côté. En vidéo, parfois, j'ai trouvé que les couleurs étaient un poil pâles, mais pas toujours. Donc ça, bon. Le focus en vidéo se fait bien, mais c'est pas toujours parfait. Donc là, par exemple, j'essaie de faire le focus sur cette plante. Et comme elle est en mouvement, bah, ça allait au début, puis au bout d'un moment, ça marchait plus très bien. Enfin, vous verrez dans cet échantillon, notamment à la fin, c'est plus terrible. Il y a également un mode HDR en vidéo, donc là, ça c'est sans mode HDR, ça c'est avec. Ça amplifie vachement tous les petits détails, les couleurs, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est encore une photo macro. Alors là, d'ici, vous dites, elle est pas mal cette photo. Dans les faits, ça se voit quand même que ça a été pris avec le zoom. Vous voyez, l'image, elle part très rapidement dans les... C'est pas des pixels, mais c'est des artefacts. Ça manque de définition. C'est un peu dommage. Mais on peut quand même faire quelques beaux clichés, honnêtement. Donc ça, voilà, comme ça, par exemple, moi, je trouve que ça rend très bien. Ça c'est un autre exemple de, pardon, de zoom. Donc là je suis à un point sans zoomer. Là je zoome sans perte et ça rend plutôt correctement. Et ça après c'est au zoom max numérique. Et là c'est tout moche bien sûr.
C'est l'idée. Bon, bah ça c'était pour illustrer le zoom sans perte. Et je prends des photos de mon jogging, c'est parfait. Voilà. Enfin bon, c'est à peu près tout pour la photo. Concrètement, moi je trouve que en photo il s'en sort plutôt bien. C'est parfois un petit peu pâle et en vidéo également, mais c'est quand même bien. Le zoom sans perte, c'est bien, ça marche bien. C'est pas aussi performant que sur du Lumia, je pense, mais c'est quand même pas mal. La balance des blancs, parfois qu'il y a quelques soucis, mais là vous l'avez pas forcément vu, mais ça je l'ai constaté un petit peu. En vidéo, le focus est parfois un peu lent, mais vous pouvez l'aider avec le doigt. Le son est plutôt bon, vous le verrez dans mon échantillon. Et globalement, moi je trouve que appareil photo et fonction vidéo, c'est quand même bien. Et j'aurais juste aimé un bouton ici qui marche mieux. Mais sinon, on a quand même quelque chose de bien. Ok. Bon, je vais essayer de continuer. Je vais essayer de me dépêcher un peu là parce que je parle beaucoup, mais on n'avance pas très vite. J'admets, je suis complètement désolé. Côté email, je ne l'ai pas configuré ici, mais c'est le même client que sur le Z1. Il est bien fait, honnêtement. Il a une belle tête. Si, attendez, je vais faire ça bien. Je vais vous le montrer sur le Z1, même si c'est avec un écran plus grand. Je peux vous garantir que c'est exactement le même client. Voilà. Ça ressemble à ça sur le Z1 et sur le Z1 compact, c'est la même chose. C'est un beau client qui marche bien. L'agenda est top aussi avec la météo maintenant qui s'affiche. Ça, c'est nouveau. Vous avez vos événements, c'est bon, c'est top. C'est synchronisé avec Google et également d'autres services si vous le désirez. Alarme et horloge, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a juste un truc peut-être. Alors sur l'horloge mondiale, vous avez également la météo qui s'affiche sur le côté. Ça, c'est des petites nouveautés hein, depuis KitKat. Le minuteur, les minuteries les plus utilisées qui s'affichent ici, c'est plutôt sympa. Et j'ai essayé de revenir en arrière, ça n'a pas marché. Track ID, oh, de toute façon, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez Play Music si vous avez envie de ne pas utiliser Walkman, ce qui serait dommage parce que c'est une belle interface, mais vous pouvez toujours l'utiliser. Surtout si vous utilisez le service voilà, de Google Play Music accès illimité qui coûte 9,99 ou 99 par mois, voilà, et qui vous permet d'accéder à une bibliothèque en ligne, un peu comme Spotify ou Deezer, et en plus d'accéder à vos fichiers à vous en streaming pour pas utiliser de la mémoire. Ça, c'est pas mal. Le centre de mise à jour qui est là. Dessin qui permet de dessiner. Voilà, c'est pas mal. Et d'éditer également des clichés. Vous pouvez prendre une photo si j'arrive. Est-ce que j'arriverai? Je sais plus comment on fait pour... Voilà, ça y est, ça. Vous prenez une photo et vous mettez vos éléments dessus. Enfin bref, c'est fun. C'est pas vital, mais c'est assez sympa. Encore une fois, 5 minutes ou plus. PlayStation Mobile. Alors, c'est pas encore ça. Parce que le catalogue de jeux est ridicule. Là, il me demande de me connecter à mon compte Sony. Je vais pas le faire. Mais le catalogue de jeux PlayStation Mobile est maintenant ridicule. Si vous voulez jouer via des jeux du Play Store, point barre. Normalement, l'application PlayStation Mobile, elle va évoluer vers autre chose à terme. Je ne sais pas exactement quand, mais je parlais avec Sony et concrètement, normalement, à terme, vous allez pouvoir plutôt vous connecter avec le PSN, interagir avec votre PlayStation. Ce sera plus une application liée à votre PlayStation que ce qui était prévu à la base sur l'Xperia Play, qui est, vous pouvez jouer à des jeux PlayStation sur votre appareil. Ça a migré en quelque chose de très peu intéressant maintenant. Vous avez quelques jeux sélectionnés. Et vous pouvez trouver généralement mieux sur le Play Store. Donc voilà, moi je pense, mettez-la de côté, faites comme si elle n'existait pas, et le jour où il y aura une grosse mise à jour intéressante, vous serez là pour jeter un oeil, mais pour l'instant c'est pas intéressant. Diagnostic, c'est si vous avez des soucis sur votre appareil, pour faire tout simplement des diagnostics, et je crois que j'ai fait le tour sur tout ça. Je regarde ma liste rapidos. Il y a juste MyXperia dont j'ai pas parlé. Je vais voir si... Où est-ce que t'es toi? MyXperia. Il y a... Ah, je sais pas si je l'ai là, mais je l'ai peut-être désinstallé. Attendez, juste un instant, j'essaie de localiser, parce que parfois quand je fais mes vidéos, j'arrive pas à voir les choses qui sont juste devant moi. C'est incroyable. Toc, non, je pense que je l'ai pas. Alors pourtant c'est dommage parce que MyXperia, si vous le trouvez, peut-être qu'il est sur le Play Store. C'est une application qui va vous permettre notamment de localiser votre appareil s'il est perdu ou volé, ce genre de truc, c'est pas mal. Sachez quand même que de base Android permet de le faire en natif. Si vous allez sur, je sais plus, c'est Android, je sais plus, j'essaierai de vous mettre ça. Je crois que c'est Android Manager et après vous accédez sur une carte à l'endroit de votre terminal si vous activez l'option de géologue dans les paramètres.
Et bref, de toute façon, vous aurez la possibilité, c'est peut-être une bonne idée d'ailleurs, d'installer une application de ce type pour géolocaliser votre terminal s'il est perdu, volé, etc. Et là, vous avez My Xperia qui permet de le faire. On va parler autonomie. Donc c'est un appareil qui a une autonomie qui est pas si mal. En plus de ça, vous avez derrière l'application de gestion de l'alimentation, le mode stamina, qui va vous permettre, quand l'appareil est en veille, l'écran est éteint, de couper toutes les interactions avec la data en arrière-plan. Vous pouvez également, si vous voulez, avoir le mode stamina, mais en plus cocher cette case qui permet de quand même rapatrier vos données, mais par intervalle vraiment beaucoup plus large que ce qui est fait normalement. Et sinon, côté autonomie, moi j'ai constaté la chose suivante. Alors en fait, ça fait partie, je ne l'ai pas mentionné en début, mais en fait le test écrit est rédigé par un rédacteur avec qui on bosse, qui est excellent, et je vous invite à regarder le test écrit. Dans mon test là, j'ai un avis un tout petit peu différent. Lui, il dit concrètement que vous pouvez pousser jusqu'à 2 jours et vous avez normalement 1 jour et demi. Et j'ai constaté effectivement c'était vrai, mais en utilisation plutôt, je trouve, modérée, légère. Moi, je l'ai utilisé pendant 3-4 jours, notamment au week-end où effectivement j'ai pris quelques photos, j'ai fait un peu de GPS et j'avais beaucoup de difficultés à finir mes journées. Alors je sais pas si c'est mon terminal qui a un souci, je ne pense pas. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en usage vraiment classique, un peu de web, un peu de mail, des messages, ce genre de trucs, ça va marcher correctement et vous aurez une journée normalement sans trop de soucis. Après, moi ce que j'ai vu, et là vous le voyez par exemple cette courbe qui descend là comme ça c'est une journée où je crois au début, attendez ça va être là. Ici, je pense que j'ai fait du GPS, un truc comme ça, et ça a descendu très rapidement. Et là, le lendemain, j'ai dû faire quoi? J'ai dû faire pas mal de photos, mais vous voyez, j'ai pas fait de la photo toute la journée, donc ça a un peu chuté tout au long de la journée. Et à la fin de la journée, je crois, là, ici, j'ai dû jouer un petit peu, et là, c'était complètement catastrophique. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Là, la nuit, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, je crois, de mémoire, et bam, j'ai perdu 10%. Enfin, ce que j'ai constaté, c'est que, voilà, l'autonomie chute rapidement quand vous commencez à utiliser soit en masse l'écran, en vidéo, en photo, et en capture, capture photo, capture vidéo, et en lecture vidéo, et également en GPS. Ça, c'est une certitude. Et pour faire le lien vers les performances, j'ai aussi constaté que l'appareil chauffe pas mal, comme le Z1 d'ailleurs. Je l'avais dans une poche un petit peu peut-être fermée, plus trop serrée, je sais pas. Et j'avais utilisé le GPS et au bout d'un moment je me suis rendu compte mais le terminal il était bouillant quoi. Donc ça c'est un peu gênant je trouve parce que c'est pas très agréable. Mais voilà, sachez juste une chose, c'est que c'est un appareil qui chauffe pas mal. Et dernière chose sur les performances, alors vous avez vu tout au long de ce test, l'appareil tourne très très bien, il n'y a pas de problème, c'est comme un Z1 mais avec un petit écran, et ben comme un Z1 avec un petit écran, on a un gros score dans les benches. Là ici je suis dans N22, on est à 33, c'est 33-34 généralement. Et donc on est juste en dessous d'un Note 3, donc typiquement c'est pas le genre de score qu'on s'attend à voir sur un appareil avec un petit écran, et c'est ça qui est important. Et hop, je vais conclure parce que je pense que on est bon. Le Z1 Compact, c'est du haut de gamme, avec un petit écran. Et c'est pas la première fois qu'on a ça, mais c'est la première fois que, honnêtement, moi je teste rarement des terminaux de cette taille-là qui sont réellement haut de gamme, et moi je trouve ça très bien. Et je pense que c'est le début d'une nouvelle tendance. D'ailleurs, le G2 Mini, c'est pas exactement un G2, mais il est quand même pas si mal non plus. Donc bon, ça on le testera plus tard. Mais ce petit Z1 Compact, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un design premium, on a une excellente prise en main, qu'on retrouve pas forcément sur un Z1 qui est beaucoup plus large. Et si vous avez justement, finalement c'est ça le message, c'est si vous avez envie d'un terminal haut de gamme, que vous aimez bien ce genre d'appareil ou autre, mais que vous avez juste peur de la taille, clairement aujourd'hui il y a d'autres propositions sur le marché, mais si vous aimez bien l'interface Sony, le design, le côté waterproof, tous ces petits éléments là, le Z1 Compact est vraiment un excellent smartphone. Et ça, je tiens à le souligner, c'est un très bon smartphone. Au niveau des points positifs, donc j'ai relevé
un design premium, le côté protégé IP qui est vraiment sympa, waterproof, moi c'est un truc que j'adore et j'attends vraiment que plus de constructeurs le fassent. Il y en a qui le font, mais pas forcément aussi poussé que Sony, donc on attend un petit peu, mais ça va arriver. On a ce format et cette ergonomie qui est excellente. On a également des performances qui sont très bonnes dans l'interface. Vous pourrez jouer à n'importe quel jeu, il n'y aura aucun souci. C'est juste que c'est un petit écran, donc ce sera moins confortable que sur un grand écran. On a pas mal de fonctions multimédia, l'interface qui est, moi je trouve, plutôt réussie, honnêtement. Sony s'est pas mal amélioré dans sa surcouche et aujourd'hui on a quelque chose qui est quand même, je trouve, très bien. Et côté photo-vidéo, je trouve qu'il s'en sort très bien également. Il y a juste ce bouton d'appareil photo qui n'est pas pratique, mais la qualité en tant que telle est bonne. Le haut-parleur est plutôt bon également, sans être excellent, mais il est plutôt bon. Au niveau des points négatifs, je dirais pour chipoter, la coque arrière qui aura tendance quand même à se rayer rapidement. Donc ça, bon, si vous avez envie de le protéger, faites-le. La batterie qui est pas amovible, ça peut gêner certains. Personnellement, ça me gêne pas parce que c'est au profit de plein de choses. Un design premium, le côté waterproof. Donc bon, voilà. Mais si vous aviez l'habitude de changer votre batterie, etc., vous aimeriez peut-être pas du unibody. Mais il va falloir peut-être s'activer parce qu'en haut de gamme, il y a de moins en moins de terminaux où on peut enlever la batterie. Malheureusement, j'ai envie de dire, et pas forcément. Enfin bref, c'est à vous de voir là-dessus. Et autre point négatif, les deux petits points que j'ai mentionnés, c'est qu'il chauffe pas mal quand il est sollicité, puis le bouton là qui aurait pu être un peu mieux, c'est pas réellement un point négatif, mais si pour les hommes qui ont les barbes naissantes, vous allez parfois vous coincer dedans quand vous appelez, c'est un détail, ça vous arrivera peut-être même pas du tout, voilà, c'est pour chipoter. Encore une fois, excellent smartphone. Maintenant, si vous voulez des bonnes perfs et que vous voulez un écran de grande taille, que vous n'avez pas peur d'avoir un appareil de taille plus grande, si vous hésitez entre ces deux-là, prenez le Z1. C'est à peu près le même prix, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Donc là-dessus, vous avez quand même un très très bel écran et une expérience multimédia qui est quand même meilleure au final. Quand vous regardez une vidéo là-dessus, c'est plus confortable, bien entendu. Donc ça, c'est à vous de juger là-dessus. Dans tous les cas, le Z1 Compact est un excellent smartphone de haut de gamme, ergonomique. Donc je suis content de l'avoir testé. Si vous avez des questions, moi j'ai terminé, mais si vous avez des questions sur ce Z1 Compact, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous invite à regarder le test écrit sur testmobile.fr où il y a les échantillons aussi photos, tous ces petits éléments là. Peut-être que on a mis aussi quelques détails en plus que j'ai pas mentionné dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous. Enfin, c'est la fête quoi. Et je vous dis à bientôt.